La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de B2B, une émission spéciale. Aujourd'hui, nous sommes au salon Rent Suisse, le plus grand rendez-vous pour les professionnels de l'immobilier, une émission qui est tournée aujourd'hui avec du public. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Et notre invitée, elle est surtout connue pour son expertise dans la cybersécurité, aussi pour la fondation qu'elle dirige, la Trust Valley, mais elle a aussi travaillé dans l'immobilier. Lénique Pedron est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Lénique Pedron. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. L'an passé, on va commencer avec ça, vous avez été élue European Cyber Woman en 2023, donc dans la catégorie dirigeante et entrepreneuse. Qu'est-ce que ce prix symbolise pour vous ? Dans ma carrière, c'est vrai que c'est un point intéressant de voir qu'aujourd'hui, dans cette partie dirigeante, eh bien, j'ai obtenu ce prix. J'étais très très contente, très honorée de pouvoir représenter aussi les femmes, puisque c'est dans mon secteur, dans le secteur de la cybersécurité, même du numérique plus globalement. On n'est pas beaucoup, pas encore assez en disant. Un parcours très riche qu'il sera difficile de résumer en une dizaine de minutes. Vous avez une formation base dans l'agriculture. Et au départ, vous disiez que jamais vous n'auriez imaginé pouvoir vivre de votre passion pour Internet. Comment est née cette passion déjà ? J'ai une formation dans les technologies alimentaires, donc la technologie m'a toujours intéressée énormément. Et puis ensuite, c'est vrai que j'ai fait un master organisation des entreprises et puis j'ai poursuivi par d'autres études. Alors comment passe-t-on finalement de cette envie de travailler dans les technologies alimentaires qui m'intéressait énormément au début de ma carrière à la cybersécurité ? À la base, c'était un hobby. De l'Internet, j'ai ce côté exploratrice et c'est vrai que autant j'aime monter à cheval, j'aime faire beaucoup de choses, explorer les territoires. Pour moi, l'Internet, c'était un nouveau territoire, tout simplement. Vous vous rappelez de ce premier contact avec ce nouveau monde ? Je me souviens en tout cas quand Google est né, parce que c'était un nouveau monde et tout gratuit. C'était formidable, vous vous rendez compte, en plus tout accessible, alors que les premières années d'Internet, c'était cher, il fallait se débrouiller pour avoir un endroit pour y accéder. Je me souviens au bureau des étudiants où j'avais créé justement tout un club, justement pour avoir accès à ces ressources qui étaient vraiment limitées. Donc oui, ça a commencé comme ça, avec la gratuité des services et puis une découverte de ce qu'il y avait derrière assez rapidement pour moi en tout cas. La découverte, vous l'avez, ou peut-être le goût de l'aventure, vous l'avez apparemment puisque vous avez créé plusieurs entreprises. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous intéresse dans la création de ces sociétés ? J'adore travailler avec des personnes que j'apprécie énormément. Donc je dirais que c'est aussi des histoires de rencontres dans ma vie. Donc vous les choisissez et avec elles, vous créez l'entreprise ? Exact. Ou alors je participe à une entreprise qui a déjà été, pas forcément créé, mais un projet avancé qui me parle. Et dans ce cadre-là, effectivement, j'adore pouvoir participer à cette aventure humaine. Ça doit être passionnant, quoi. Il doit y avoir un moteur plus que simplement de vouloir gagner un salaire pour la fin du mois. Ah oui, c'est certain. Alors, ça complique parfois la carrière. Comment ? Ça peut compliquer la carrière, mais en revanche, le moteur, c'est vrai, n'est pas en premier lieu financier. Dans le magazine PME, vous vous présentiez comme une guerrière du cybermonde, en guerre contre quoi le système. Alors on se rappelle, dans les années 2000, il y avait des sites comme Pirate Bay. La motivation première des hackers, c'était de fournir, de démocratiser la musique au détriment des artistes. Après, le modèle s'est régulé, mais vous étiez dans quel état d'esprit quand vous dites guerrière ? Alors, je ne me dis pas guerrière du tout, je me vois plus comme une exploratrice. Ouais. Je suis dans l'état d'esprit de découverte. C'est toujours ce qui m'anime, de pouvoir participer à une aventure, qu'elle soit humaine, avec cette partie de technologie qui m'a toujours intéressée. Vous voyez, cybersécurité depuis des années, mais ce n'est pas
tant la cybersécurité, c'est vraiment aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les humanités digitales. Je m'intéresse depuis des années à tout ce qui est AI et surtout tout ce qui intelligence artificielle et tout ce qui va autour. Et aujourd'hui, je suis en train de me passionner aussi largement pour tout ce qui est quantum, donc le quantique. Vous voyez, c'est plus dans une dynamique, toujours avoir cette dynamique d'apprendre, d'apprentissage, plus que de la guerre. Pour moi, c'est plutôt l'apprentissage, la découverte et l'exploration. Comment se passait l'apprentissage? Vous avez été hackeuse, on va en reparler dans quelques instants, mais l'apprentissage, acquérir des connaissances dans ces technologies à l'époque, il n'y avait pas forcément d'école, c'était pas Ouais, en standardisé. plus, elle change tout le temps, comme on le disait. Qu'est-ce qui vous a permis d'acquérir ces compétences? En fait, comme j'avais énormément envie d'avancer dans ce monde-là, il a fallu que je trouve des solutions. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'école, c'est vrai que c'était très naissant, c'est vrai que déjà, comme je vous ai dit, accéder à l'Internet, c'était cher, c'était compliqué. Donc, j'ai cherché des communautés et puis j'ai eu la chance, en naviguant sur le web, etc., de trouver une communauté vraiment de personnes extrêmement bienveillantes. De gentils hackers, oui, si vous voulez. Animé par Crash FR, hein, l'un des plus célèbres d'entre eux, un Français. Exact, c'était donc Polo Pinto, Crash FR, c'est son nickname. Et donc, effectivement, j'ai eu de la chance, je dois dire, de tomber sur cette communauté. La chance, mais comment on crée cette chance? On tombe pas dessus par hasard ou comment ça s'est fait? Oui, alors c'est vrai que à l'époque, pour rien vous cacher, je lisais énormément de magazines et puis j'ai trouvé un magazine sur leur sujet et puis j'avais déjà eu accès à certaines ressources via le web en explorant le web, tout simplement. Donc vous les avez approchés de manière active ou bien il y a eu une rencontre fortuite un jour qui s'est produite avec eux? Clairement, ce qui s'est passé, c'est que je m'offrais en tant qu'entrepreneuse une formation par an. Et j'ai décidé que j'allais encore plus rentrer dans le domaine, essayer de comprendre les réseaux, commencer à toucher un petit peu plus fort dans la technique. Hein. Moi, je suis pas une ingénieure. Donc, il y avait une formation qui était une des premières formations qu'ils ont faites, parce que quand je les ai rencontrés, il n'y avait même pas encore de formation. Je me suis inscrite et comme j'ai changé depuis des mois et des mois déjà avec Crash, je suis venue et puis je me suis mis au premier rang et c'est comme ça que la rencontre s'est faite. Je n'ai pas expliqué qui j'étais en fait. Ils ignoraient d'ailleurs que vous étiez une femme, hein. Vous l'avez raconté. Ça. Oui, j'avoue que ça a été une surprise ce jour-là. On m'a demandé ce que je venais faire là. J'ai expliqué que j'allais me former et je suis tombée face à une bienveillance excellente. Et qu'est-ce qui était le plus intéressant dans ce groupe, hein? Le partage. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'approfondir mes connaissances. J'avais besoin de savoir si j'allais dans le bon sens. J'avais besoin aussi de challenge. Donc, j'avais vraiment besoin de trouver cette communauté, finalement, que je vais retrouver aussi dans toutes les entreprises et les organisations que j'ai montées ou auxquelles je participe. C'est cette nature même d'échanger pour pouvoir améliorer ses compétences. Vous expliquez aussi que vous avez été bêta-testeuse au début pour Google. Hein. Ce n'est pas la seule entreprise, mais Google en fait partie. Comment est-ce qu'on faisait pour être recruté par eux à leur début ? Alors tout simplement, je participais à toutes les aventures que je pouvais voir. À l'époque, avant, par exemple, LinkedIn, il y avait un réseau qui s'appelait, Synergie. J'ai eu la même démarche pour X maintenant, donc Twitter. Mon nickname, c'est Lenig à Twitter. C'est tout simplement Lenig, donc mon prénom, vous pouvez imaginer. Et en fait, c'est en passant d'aventure en aventure de cette façon-là, parce qu'il fallait être invité à l'époque, il fallait avoir une invitation pour avoir une Gmail, etc. Donc c'était un peu la course entre nous à réussir à avoir des invitations et autres. Donc voilà comment on fait. Et ben on se tient informé, on est toujours à l'affût de ce qui arrive. Aujourd'hui, on a le PFL, évidemment, l'école 42. Est-ce qu'un parcours comme le vôtre, en se formant, mais en apprenant seul aussi avec une communauté, il sera encore possible aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Dans notre domaine, déjà, on manque énormément de femmes. Donc, il y a cette capacité de pouvoir s'auto-former. Je pense que c'est pas lié uniquement à la cybersécurité. Je pense que c'est vraiment probablement dans tous les domaines. Et puis, on a la chance maintenant d'avoir des cycles donc de bachelor, de master, pas assez d'apprentissage, pas encore de CFC dédié. Donc oui, il y a encore une partie d'auto-formation possible, mais quand même, c'est vrai que c'est bien d'avoir un cadre académique qui soit mis autour de cette matière.
On en a besoin, mais il n'y a pas non plus quand même une liberté énorme. On va sur YouTube, on cherche des tutos, il y a plein de compétences qui sont distribuées gratuitement. Vous parliez de la gratuité tout à l'heure. Ce savoir, il est quand même partagé comme jamais il l'a été auparavant, non? Oui, c'est un extrême changement par rapport au début de l'Internet que je trouve exceptionnel. C'est que les jeunes générations ont accès. À l'époque, on avait accès à très peu d'informations. Maintenant, on a toute l'information. Donc, il faut changer notre façon de voir les choses. Il faut modifier aussi notre façon de gérer peut-être notre cerveau. Et c'est pour ça que l'intelligence collective est extrêmement importante. On fait face aussi à une montée de la désinformation exceptionnelle, notamment cette année, qui est tout en haut des charts des problématiques, des préoccupations dans le monde cette année avec les votations, avec toute la partie politique, les élections. Donc, toute cette partie où nous avons accès à énormément d'informations aujourd'hui est extrêmement intéressante. Il faut que nous apprenions aussi à gérer cela. Un mot sur vos débuts dans la cybersécurité. Vous avez quitté votre emploi de l'époque pour travailler là-dedans, mais au bout d'un an, ça n'a pas marché parce que le marché n'était pas prêt. Qu'est-ce qui a fait que 10 ans plus tard, est-ce qu'il y a un signal palpable qui fait que tout d'un coup, on s'est branché là-dessus et ça a commencé à décoller? Alors, ma vie personnelle a changé. Déjà, et j'avais besoin de travailler à temps partiel. Mais dans l'industrie, de manière plus générale, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il y avait de la demande et des débouches? C'est une opportunité, une aventure humaine que j'ai voulu aussi saisir. Et après 7 ans dans l'immobilier où j'ai appris un nouveau métier extrêmement intéressant, j'ai appris énormément de choses. Voilà, sur le plan plus global, oui. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, la cybersécurité a décollé de manière générale? Alors 10 ans avant, très clairement, le marché n'était pas mûr. Il y avait uniquement les gouvernements, on va dire les cantons ici en tout cas, qui s'intéressaient au sujet et puis qui achetaient. Voilà. Et au niveau des développements derrière, pour créer une société, pour avoir des clients, etc., il y avait beaucoup gouvernement et puis banque, évidemment. Ça manquait de maturité. Le marché n'était pas mûr du tout. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, ça a décollé? C'est parce qu'aujourd'hui, regardez les développements au niveau numérique, on est tous connectés, de plus en plus avec tout ce qui est des objets connectés, etc. Donc c'est naturel finalement ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas oublier que le web, donc créé ici à Genève, au CERN, a 30 ans. C'est extrêmement récent. Regardez les autres industries, regardez l'immobilier. On parle de la pierre qui a des centaines d'années. Certaines régies ici sont nées il y a 150 ans. Le web, c'est 30 ans. Donc le marché, il a fallu le créer, il faut le développer. Et notre industrie, l'industrie de la cybersécurité, du numérique, a un énorme challenge pour sécuriser tout ça, pour permettre notamment au domaine immobilier de pouvoir continuer à travailler et de plus en plus efficacement. Lénique Pedron, on va parler dans quelques instants de la Trust Valley, mais avant, on fait quand même un détour par l'immobilier puisqu'on est à Rennes. Peut-être que peu de gens savent que vous avez travaillé 6 ans pour la Régie Breulier. Vous avez quel souvenir de cette expérience? D'excellents souvenirs. C'était la découverte d'un nouveau métier pour moi, en utilisant évidemment mes compétences dans l'organisation des entreprises, le marketing, etc. J'ai eu la chance de voir le mouvement qui a eu lieu en termes de développement durable dans l'immobilier. C'était les tout débuts. J'ai participé encore là avec un entrepreneur qui a très bien grandi, qui vient de vendre sa société, etc., que je nommerai pas, mais de la région, qui a créé une société dédiée dans tout ce qui est développement durable. L'immobilier, est-ce que c'est vraiment un secteur concerné par la cybersécurité? Voilà, c'est de la pierre, c'est du solide. Il est relativement épargné ou bien non, c'est un enjeu qu'on sous-estime dans ce secteur? Je dirais que c'est un domaine qui a été assez épargné finalement, un peu comme la Suisse sur les dernières années. Je parle de cela au niveau mondial. Aujourd'hui, très clairement, c'est un domaine, on l'a vu, il y a eu plusieurs cyberattaques. Il y en a une en 2016 d'une régie genevoise avec un ransomware. Et puis, on voit en 2021 une autre régie beaucoup plus grosse avec aussi également un ransomware. Évidemment que les régies, avec toutes les données sensibles sur les locataires, sur les clients, sur le patrimoine, c'est très, très intéressant pour les cybercriminels.
Et vous estimez que ces régies ou ces acteurs sont prêts, ont pris la mesure du risque que ces alertes, ces attaques que vous mentionnez leur ont fait prendre conscience qu'il fallait faire quelque chose, ou bien il y a encore un grand travail pour les convaincre d'adapter leurs outils? Alors malheureusement, comme on le voit beaucoup dans d'autres domaines, c'est souvent quand il y a une crise qu'il se passe quelque chose. Donc je dirais qu'il y a eu un premier signal d'alarme avant les années 2020 et puis maintenant depuis post-Covid, il y a effectivement un deuxième signal d'alarme. Bon, il ne faut pas oublier que notamment dans la région, ces entreprises sont des PME, ce ne sont pas des grands groupes et au même titre que dans les autres domaines, effectivement, il y a un retard de compréhension. En tout cas, je pense que la sensibilisation grâce aux médias, et là, on a bien conscience qu'il faut faire quelque chose. En revanche, comment le mettre en place, comment faire en sorte que ça ne coûte pas trop cher aussi à la régie, au domaine immobilier. Je crois que l'enjeu est plutôt là aujourd'hui, c'est comment je vais faire pour avancer. Comment le faire? Parce qu'on peut prendre un autre exemple pour donner l'ampleur de la menace qui pèse en ce moment sur les sociétés. Récemment, dans la GFI, on interviewait Blaise Gotchin, c'est le directeur général de la Banque cantonale de Genève, qui a redressé l'établissement, passé presque 24 ans à sa tête. Et le risque principal aujourd'hui, en 2024, pour sa banque, il n'est pas immobilier, il n'est pas sur les taux d'intérêt, il est cyber-risque. C'est le risque qu'il redoute le plus. Il dit que sa banque est la victime, ou en tout cas attaquée chaque jour par différents types d'acteurs. C'est un cas que vous pensez isolé ou ça reflète simplement, voilà, c'est la réalité du monde aujourd'hui. Toutes les entreprises sont quotidiennement à la merci d'une attaque. Clairement, tout en sachant que le domaine bancaire est un des domaines, voire le domaine industriel le plus avancé. Donc, c'est-à-dire, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont investi déjà depuis 10-15 ans dans la cybersécurité, qu'on sait très bien protéger l'argent, qu'il y a aussi des obligations légales qui sont venues bien avant ce qui a été demandé aujourd'hui aux PME, parce qu'en septembre de l'année dernière, maintenant, on a une loi pour la protection des données. Et typiquement, ça va aussi, cette partie légale va aussi pousser à la mise en place de protection. Alors, je précise quand même que la Banque cantonale de Genève n'a pas, pour l'instant, réussi à déjouer les attaques dont elle était l'objet. Mais c'est l'occasion de parler de la Trust Valley que vous dirigez. C'est une entité un peu particulière. C'est un partenariat public-privé. Il est installé dans l'arc lémanique. En fait, ici, à l'EPFL, il y a le canton de Vaud, le canton de Genève, des grands groupes privés comme SIGPA, la SGS aussi, Koudelski qui sont associés. En quelques mots, qu'est-ce que produit ou fabrique la Trust Valley? On met en relation les personnes parce qu'on a une industrie qui est assez incroyable. On n'a pas inventé les entreprises qui sont ici depuis 20 ans, 25 ans. En revanche, ce qu'on a fait en premier lieu, c'est déjà d'en faire une cartographie, de voir qu'on a 400 acteurs dans le domaine, dans la région, ce qui est quand même exceptionnel. Et puis également, c'est vraiment exceptionnel. On peut le comparer par rapport à, je sais pas, à Paris, Londres, Francfort. On est beaucoup plus. Il y a un tissu beaucoup plus dense ici. Alors, ce qui est vraiment unique, c'est le fait d'avoir un poumon technologique. Nous sommes ici au cœur de l'EPFL, vraiment un poumon technologique avec l'IMD, l'Université de Lausanne, aussi les hautes écoles comme la HEIGVD, à on va dire 40 minutes de l'Université de Genève et de toute la partie Genève internationale. C'est unique, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de Microsoft Monde, donc Brad Smith, qui a émis qu'effectivement en Suisse, on avait vraiment un terreau exceptionnel et unique pour cela. La Trust Valley, vous êtes combien de collaborateurs? C'est une petite entreprise quand même, comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, nous sommes une petite dizaine. J'ai des temps partiels avec un modèle de gestion extrêmement agile, comme vous pouvez imaginer, et beaucoup de femmes. Vous avez produit aussi un guide de sécurité numérique pour les PME. On parle de mots de passe, de bonnes pratiques. Quel retour vous avez aujourd'hui des entreprises ? C'était un challenge déjà de produire ce guide parce qu'à la base, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé un programme de 12 mois subventionné, un peu comme pour les panneaux solaires, vous voyez, dans l'immobilier, où les entreprises, c'est pour les PME de la région, les PME de la région peuvent participer et donc avoir accès à entre 50 et 60 000 francs de prestations sur les 12 mois. Et on s'est dit, mais ce serait quand même génial de pouvoir utiliser cette intelligence collective qui a été mise en place pour en faire un guide. Et c'est ce qu'on a fait avec le soutien de la Confédération, du Centre de cybersécurité. Et on a mis en place cela. Donc aujourd'hui, on a 47 partenaires et on a ce guide qui est gratuit
en 3 langues, généreusement traduit par la Confédération. Pardon, en 4 langues. En français, évidemment, en allemand, en italien. Et oui, la dernière langue, c'est l'anglais. C'est pas le romanche, mais c'est l'anglais. Exact. C'est l'anglais. Mais est-ce que vous savez combien de PME l'ont téléchargé ou de personnes l'ont téléchargé ou l'utilisent? Et est-ce qu'il y a peut-être une version, il faut le mettre à jour peut-être aussi, ce guide? Plus d'une centaine. On a été assez surpris du nombre de téléchargements. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une nécessité à continuer. Alors, on a une version papier, oui, on a osé. Et puis, nous avons également des versions en ligne que l'on, effectivement, continue à mettre à jour avec nos partenaires. Nous avons de plus en plus de partenaires et nous serions ravis d'accueillir des régies, des fonds d'investissement immobilier, des PME de la région dans ce programme pour justement faire monter en compétences la région, le domaine immobilier dans la région en cybersécurité et confiance numérique. Donc on voit bien à quoi ce qu'essaie de faire la Trust Valley, de générer ces énergies et ces forces en présence. Et quel regard vous portez-vous personnellement sur les grands enjeux de la cybersécurité pour la Suisse? On parle, évidemment, il y a des conflits en Europe qui sont proches de chez nous. On parle d'augmenter le budget de l'armée, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait qu'on aurait une bonne cyberdéfense? C'est peut-être pas des avions de combat, mais c'est peut-être un cloud suisse. Le cloud fait l'objet vraiment de grandes controverses. Quel est votre point de vue? Il faudrait avoir vraiment une entité ici basée tout en Suisse, peut-être dans les bunkers des montagnes, ou bien non, travailler avec des géants, les Microsoft, les Amazon, ça peut avoir une vraie logique sans mettre en péril la souveraineté numérique de la Suisse. Alors, c'est une question assez complexe. Je pense que c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas blanc ou noir. Ça dépend finalement de ce que l'on veut faire, avec nos données, du type de données. Je dirais qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que quand vous êtes piraté, le constat est que si vous centralisez, eh bien, vous donnez accès en une seule fois à beaucoup d'informations. Donc, ces discussions sont en cours entre les cantons, la Confédération, souveraineté numérique. On parle aussi d'autonomie stratégique. Ce qui ça veut dire quoi, ça? Alors, il y a différentes façons de voir en Europe ces différents points de vue. L'autonomie stratégique, c'est plutôt de dire, OK, je mets un cadre légal autour de cette souveraineté, c'est-à-dire si je travaille, si quand même pour X raisons je dois travailler avec un cloud étranger, je mets un cadre légal avec des obligations claires sur le fait que les données, par exemple, sont en Suisse et que ce cadre fait que mes données restent en Suisse. Voilà. D'accord, mais les données peuvent être en Suisse, mais on peut travailler de manière intelligente avec un cloud étranger qui apportera peut-être d'autres éléments de sécurité. J'ai quand même envie de mentionner que si tout est basé en Suisse et qu'on a une monstre panne de courant, on a tous nos serveurs qui sont mobilisés ici, alors que si on a des serveurs à l'étranger, peut-être qu'on a encore un moyen d'y accéder. Alors, le domaine de l'énergie est également à prendre en compte, tout à fait. Je dirais que c'est une vaste question qui fait fort débat depuis quelques années. On voit que c'est pas si simple de dire OK, je veux avoir mon cloud souverain, ce serait génial. C'est-à-dire qu'on puisse complètement se gérer, avoir tous les éléments suisses, tous les produits suisses. C'est réaliste, hein. On a la capacité d'avoir. Est-ce que c'est vraiment un but à atteindre, ce cloud souverain? Alors, c'est des discussions qui sont en cours. Regardons ce qui se passe chez nos voisins, chez les Allemands, au niveau de l'Europe, au niveau des Français, qui n'ont toujours pas réussi à mettre en place ce type de fonctionnement. Donc, je pense qu'il faut qu'on regarde, qu'on apprenne. On dit souvent qu'en Suisse, nous ne sommes pas des first movers, mais des smart movers. Eh bien, soyons de bons smart movers par rapport à cela. Et dernière question dans cette deuxième partie. Le cyber-risque aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire d'où il vient? Est-ce qu'il est surtout russe, ou bien il est nord-coréen, ou bien ça c'est des fantasmes, mais il est peut-être tout simplement des acteurs en Suisse qui vont attaquer des entreprises, des PME? Alors, il y a plusieurs types de cybercriminels. Compte tenu de ce qui se passe au niveau géopolitique aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait que environ 46% des attaques sont étatiques. C'est quand même quasiment 50%. Une attaque sur 2 est étatique. Donc, elle est commandée par un État. Exact. Donc, il faut voir qu'il y a quand même une dynamique assez forte au niveau géopolitique. C'est surtout Moscou, c'est tous les États.
À partir du moment où vous avez la capacité et les lois derrière, en Suisse, on est neutre, on est beaucoup plus neutre sur ces points-là. En revanche, d'autres États, c'est pas un seul, c'est une capacité de défense et pour certains pays d'attaque qui a été développée au même titre que tous les domaines militaires il y a des années en arrière. Et en quelques mots, donc si la moitié vient des États, l'autre moitié plutôt d'acteurs privés, et ces acteurs privés, où se trouvent-ils? Qui sont-ils? Alors, ce sont des cybercriminels qui sont là pour la plupart pour gagner de l'argent. Et ce gain d'argent est lié, je dirais, au même réseau traditionnel que l'on peut retrouver dans la criminalité. C'est une branche supplémentaire, la cyber. Après, effectivement, il y a des groupes spécialisés et puis très très forts pour cela. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui par rapport à il y a plusieurs années, c'est que la cybercriminalité est extrêmement organisés, extrêmement, ils vont même jusqu'à offrir des vacances à leurs employés. Voilà, il y a cette dynamique qui est là parce que aujourd'hui on parle en 2024 c'est 8,5 trillions de dommages. Hein. Donc c'est un vrai marché. Voilà. Donc évidemment, il y a plein de types d'attaques, comme on peut le voir sur un building, sur une maison, un cambriolage, un vol de portefeuille, un braquage à main armée, etc. Utile, futile. Pour terminer, Lénique Pedron, avoir un antivirus sur son ordinateur que l'on installe en plus en 2024, utile ou futile? À votre avis, la ceinture de sécurité est utile ou futile? Alors je dirais utile, oui. Acheter des terrains dans un métavers, c'est utile ou futile? C'est cher. C'est très cher. Donc c'est futile. Pas forcément, parce qu'il faut continuer à suivre le développement du métavers. Énormément. Vos mots de passe aujourd'hui sont sur une feuille de papier sous votre matelas? Je ne dévoilerai rien. Et la reconnaissance faciale ou biométrique, ça c'est vraiment la clé? C'est une technologie qui est intéressante. Et, donc plutôt utile que futile? Plutôt utile si elle est bien faite et surtout que l'on soit sûr que ça ne fuite pas, qu'il n'y ait pas de brèche dans cette technologie. Merci beaucoup, Lénique Pedron, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Ce plateau, merci également au public d'avoir assisté à cette émission. Merci Frédéric. Merci Vincent. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux entrepreneurs et leur parcours en Suisse romande. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.